Bienvenue sur notre chaîne. Chers amis, nous sommes ravis de vous voir. Saviez-vous que 95% des gens nous regardent sans s'abonner? Notre objectif est de rassembler nos premiers 1000 abonnés et votre soutien est d'une grande importance. Aimez cette vidéo pour aider à la promouvoir auprès d'autres spectateurs. Vos actions les aideront à apprendre des erreurs des autres et à éviter de telles situations dans leur vie. S'il vous plaît, soutenez notre chaîne, car nous faisons des efforts pour vous. Bonne vision. Les mardis soirs étaient constamment chargés, en particulier le deuxième mardi de chaque mois lorsque j'avais ma réunion du Kiwani Club à partir de 18h30. Mais et moi ne rentrions généralement pas avant 17h ou 17h30. Puisque le Kiwani était une réunion d'INA, je n'avais pas à me soucier de cuisiner, mais, ma femme depuis 4 ans, avait toujours des tâches de dernière minute qu'elle avait besoin que je gère avant que je puisse partir. Cependant, le vrai défi était ma propre lutte. Selon May, elle était enceinte de 3 mois et avait des hormones folles. Malgré sa grossesse, elle est restée la femme captivante que j'avais épousée. Maintenant, avec l'éclat radieux de la maternité imminente, il était particulièrement difficile pour moi de me détacher d'elle, même pour une brève soirée. Elle était parfaite pour moi, mesurant 1m60, pesant 50 kg, avec des cheveux châtain clairs et de magnifiques yeux bleus. Son apparence physique me plaisait, mais je l'appréciais pour beaucoup plus que son apparence. Elle possédait un esprit vif et une grande capacité d'observation, bien que sa beauté n'y change rien. Quoi qu'il en soit, je devais sortir de la maison à 18h10 pour arriver à la réunion à l'heure, ce qui signifiait se dépêcher sous la douche, s'habiller, donner un rapide bisou à May, puis partir. Je ne rentrais généralement pas avant 23h, souvent plus près de minuit. La réunion de ce soir ne semblait pas différente. Après une douche rapide, j'enfilai un pantalon et une chemise de sport, prenais ma mallette et traversais la cuisine jusqu'au garage. Posant un baiser sur la nuque de May et lui offrant une étreinte rassurante pour la calmer, je la laissai à contre-cœur derrière moi et partais. C'était tentant de sauter la réunion, pas seulement pour May, mais aussi parce que j'avais un projet en cours dans le garage. J'avais installé un moniteur pour bébé pour la chambre d'enfant à venir, estimant que cela me prendrait environ 30 minutes à terminer, puis fièrement le montrer à ma femme. Elle appréciait toujours mes petites réussites, et cela ne me dérangeait pas de m'imprégner des éloges, même si c'était un peu exagéré. Après tout, j'étais un homme, et un peu de flatterie de ma femme ne faisait pas de mal. Lorsque je m'installais dans la voiture, j'activais l'ouvre-porte de garage et démarrais le moteur. Pendant que la voiture ronronnait à la vie, je posais ma mallette sur le siège à côté de moi et vérifiais que j'avais tout ce dont j'avais besoin, téléphone portable, calculatrice, carnet, tout était en ordre. Ensuite, je reculais dans le garage et descendais l'allée, faisant un signe de la main à May par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle lavait la vaisselle. Elle me salua en retour alors que j'atteignais la rue. Avant que je puisse mettre la voiture en marche ou même fermer la porte du garage avec la télécommande, mon téléphone portable sonna, arrêtant tout mouvement alors que je le répondais. En saluant l'appelant, je levai les yeux pour faire un signe de la main à May une dernière fois, mais elle avait déjà disparu de ma vue. La voix à l'autre bout m'indiqua que j'étais bien tombé. L'appelant m'informa que la réunion de ce soir était annulée. Notre président Patrick, ainsi qu'Everett et Jules, avaient été appelés en déplacement. Avec l'absence des membres clés, il a été décidé d'annuler ce rassemblement mensuel. Il n'y avait rien de prévu pour ce soir, à moins que j'aie quelque chose d'urgent. Autant dire que je fus soulagé d'avoir la soirée libre. Je revenais simplement dans le garage, remarquant que le visage de May n'était pas réapparu dans la fenêtre de la cuisine de notre maison de 3 chambres. Elle admit plus tard qu'elle n'avait pas quitté la cuisine, anticipant mon retour pour me surprendre plus tard. Si elle avait été ailleurs, elle n'aurait pas entendu ma voiture revenir dans le garage. Après être entré dans le garage, je fermai enfin la porte et restai assis dans la voiture, prenant quelques minutes pour me détendre. Je décidai de commander une pizza pour le dîner de ce soir au lieu de cuisiner moi-même, me permettant de me concentrer sur la finalisation du moniteur. Tous les aspects concernant la caméra et la chambre d'enfant étaient terminés, sauf pour quelques connexions de garage et les tests finaux. Les ajustements cosmétiques de la chambre d'enfant étaient mineurs. La caméra, discrètement fixée dans un coin, était passée inaperçue par May pendant 10 jours en raison de sa petite taille. Je m'occuperai de ces tâches une autre fois. Mais avait mentionné de manière informelle à quel point un moniteur de chambre d'enfant serait pratique pour vérifier le bébé pendant la sieste, ce qui m'avait poussé à câbler la maison en conséquence. J'avais également choisi d'installer des moniteurs audio dans chaque pièce.
L'idée du moniteur visuel dans la chambre du bébé venait de la vue de certains équipements qu'un ami se débarrassait. Alors que les contrôles principaux étaient dans notre chambre, j'avais installé un ensemble secondaire dans le garage, où je passais pas mal de temps à travailler, complet avec des haut-parleurs, et une vieille télévision agissant comme moniteur vidéo. Ce système permettait de surveiller la chambre d'enfant de n'importe où dans la maison. Comme mentionné, le projet était presque terminé, n'ayant besoin que d'un petit ajustement avant que je puisse surprendre May et me détendre pour la nuit. Je décidai d'essayer de terminer le travail avant de me détendre devant la télévision ou de passer du temps avec May. Je sortis de la voiture et commençai à vérifier mon travail. Après environ 20 minutes, tout semblait fonctionner correctement, alors je commençai à tester les sonorités. Chacune pouvait être contrôlée individuellement, ou je pouvais les router toutes vers les 5 haut-parleurs d'occasion au-dessus de mon bureau. En les testant un par un, en commençant par le salon, tout fonctionnait parfaitement, avec une sensibilité impressionnante. Je pouvais même entendre May prendre une douche dans la chambre principale. Je les réglai tous pour qu'ils soient en direct et alimentant dans le garage, puis poursuivis les dernières connexions pour le moniteur vidéo. Je me perdis quelque peu dans mes vérifications de câblage lorsque j'entendis quelqu'un parler à travers le haut-parleur du salon, semblant être May au téléphone. Curieux, je montai le volume et découvris que c'était parfaitement clair. Les $1,20 dépensés pour les 5 haut-parleurs étaient en effet une bonne affaire. May fit entendre à Roger par le haut-parleur qu'il serait apprécié s'il pouvait être là à 19h. La voix de ma femme affirma, « C'est sûr, mon amour. » En réponse, Roger assura à May, « D'accord mon amour, je serai là alors. » N'ose pas être en retard. Après une courte pause, May gloussa et raccrocha. De quoi s'agissait-il? Qui était Roger? Le seul Roger que je connaissais était Roger Jenkins, le mari de Crystal. Crystal était la colocataire de May à l'université et restait sa meilleure amie. Roger et moi nous entendions bien. Je devinais que lui aimait planifier quelque chose pour Crystal. Eh bien, j'allais le découvrir bientôt. Il ne restait plus que 15 minutes avant 19h. Abandonnant mes spéculations, j'appuyai sur le bouton de la caméra dans la chambre du bébé et me lâchai avec un sourire satisfait. Le moniteur affichait la chambre d'Amy, où la caméra était focalisée sur le lit queen, étonnamment fait avec des draps retroussés. C'était la première fois que je voyais May le faire sans attendre des invités. Réglant les commandes vidéo, je zoomais la caméra vers l'intérieur et vers l'extérieur. Au plus large zoom, tout dans la chambre était visible, sauf le coin où la caméra était fixée près du plafond. La laissant à ce réglage, j'examinais attentivement l'image claire, capturant la porte, la fenêtre, le placard, et le lit bien encadré. Content de mon travail, je commençai à ranger mon établi. Satisfait du système audio et image que j'avais créé, je récupérai une bière dans le vieux réfrigérateur et me détendis dans mon fauteuil à $1,50, un ajout au garage que ma femme n'avait pas autorisé dans la maison mais qui s'intégrait parfaitement dans le garage. Presque terminant ma bière, réfléchissant à commander une pizza, et planifiant de surprendre May, la sonnette de la porte d'entrée interrompit mes pensées. Un instant plus tard, May accueillit le visiteur et exprima son impatience. Elle invita Roger à entrer, mentionnant qu'ils avaient jusqu'à 22h30 avant que ce soit fini. Mais lui assura qu'elle n'était à lui que jusqu'à ce moment-là. Le choc ne venait pas des mots, mais du ton rauque dans la voix de ma femme, un son que je n'avais entendu que dans notre chambre ou en route vers celle-ci. C'était sa voix douce et séductrice. S'étouffant avec la dernière gorgée de bière, je me redressai brusquement. La porte d'entrée se ferma et la voix de May continua, informant Roger qu'en se basant sur le renflement dans son pantalon, elle n'était pas la seule à avoir eu du mal. Cela avait l'air vraiment bien. Elle lui demanda de venir lui faire un vrai coucou. Roger répondit, et quelques grognements et gémissements suivirent. Puis la voix de May à nouveau, lui ordonnant de ne pas rester là et de revenir dans notre chambre parce qu'elle l'avait préparé pour eux. Je me sentais malade à l'estomac. Il semblait que May le conduisait vers notre chambre. Confus et incertain sur ce qu'il fallait faire, ma première envie était de surgir dans la cuisine et d'éjecter Roger de la maison. Mais quelle était la réalité? Je pris une profonde inspiration. Ce ne pouvait pas être ce que cela semblait. May et moi étions profondément amoureux, et j'étais certain qu'elle avait été aussi fidèle que moi. Alors qu'elle me taquinait au sujet d'admirer d'autres femmes, je savais que ce n'était que du regard inoffensif. Je n'avais jamais ressenti le besoin de me détourner, et nous étions des amants compatibles. Elle avait toujours eu tout ce qu'elle voulait dans nos moments d'intimité. Plusieurs orgasmes étaient sa norme et je faisais en sorte de la satisfaire jusqu'à ce qu'elle indique le contraire.
cela devait être un malentendu de ma part. Elle était ma meilleure amie et nous attendions un bébé ensemble. Assis dans le fauteuil usé, je remarquai du mouvement sur le moniteur de la chambre du bébé. La porte s'ouvrit et me dirigea doucement Roger dans la chambre avec le lit préparé. Le manœuvrant de l'autre côté, entre le lit et la fenêtre, elle se balança devant les portes du placard fermé, regardant à travers le lit vers Roger et presque directement dans la caméra. Mais portait sa robe usée du samedi-dimanche, arrivant juste au-dessus des cuisses. Cependant, ses cheveux étaient coiffés en un chignon sophistiqué au sommet de sa tête, accentuant son cou mince avec juste la bonne quantité de maquillage. Elle ressemblait à une princesse, sauf pour sa robe usée sur ses pieds. Les chaussons à talons hauts que je lui avais offerts pour son anniversaire 2 mois plus tôt ornaient ses pieds. Même si elle les portait ce soir-là et j'avais complimenté sur la manière dont il mettait en valeur ses jambes, je ne pouvais pas me rappeler les ayant vus en dehors de ses vêtements depuis. Dès que cette pensée me frappa, je réalisai que je ne les avais pas aperçus en dehors de son placard depuis lors et je me sentis sur le point de pleurer. Cela ne pouvait pas arriver. De l'autre côté du lit, devant l'un de mes meilleurs amis, ma femme se tenait grande et fière, établissant un contact visuel direct. Sa main se leva lentement vers la gorge de la robe, et avec sa main gauche, elle la tenait fermée à l'encolure. Avec sa main droite, elle défit chaque bouton, permettant à la robe de s'épanouir, taquinant Roger avec des aperçus à l'intérieur. Déboutonnant tous les boutons tout en continuant à tenir la robe fermée, elle ramena sa main droite à sa gorge. Utilisant les 2 mains, elle ouvrit lentement la robe, se tenant un moment pour que nous admirions la vision encadrée par la robe. Puis elle laissa ses mains tomber, haussant les épaules, permettant à la robe de tomber et s'accumuler autour de ses pieds. Elle portait la lingerie que je lui avais offerte pour la Saint-Valentin, qu'elle m'avait défilée ce jour-là. Depuis lors, je ne l'avais pas vue. Maintenir le contact visuel avec Roger, elle leva une main et lui fit signe de venir à elle. Alors qu'il tournait autour du lit, j'observais le visage stupéfait de mon ancien ami. Il balbutia qu'il s'attendait à être avec May ce soir-là, mais elle l'avait vraiment préparé. Il exprima à quel point elle était belle, mentionnant « Dieu, mais tu es belle ». Ils se déshabillèrent tous les deux. Émergeant soudainement de ma dépression de la journée, je savais que j'aurais besoin de preuves de la situation qui se déroulait. Après un moment de réflexion, je me précipitai dans le salon désormais vide, travaillant doucement et rapidement. Obtenant une nouvelle carte SD, je retournai dans le garage, la connectai au moniteur et rallumai tout. Le moniteur affichait Roger et ma femme. Et des larmes s'étaient accumulées, alors que je les voyais se déplacer vers le lit, s'embrasser étroitement. Ils s'engagèrent dans un acte d'intimité qui semblait durer éternellement, avec Roger s'enfonçant en elle sans relâche. Après environ 15 minutes, elle tenta de se retirer. Fixant la scène troublante sur le moniteur, je me levai et commençai à faire les 100 pas. Je savais qu'entrer dans la maison mènerait à une issue violente. Je me sentais malade à l'estomac et complètement incapable de décider de la suite des événements. Roger, à moins que tu ne veuilles que Gary nous surprenne, tu dois partir maintenant. Elle se pencha, ramassa ses vêtements et les lui tendit, rassemblant les restes de la lingerie qu'elle lui avait donnée ainsi que pour elle-même. Posant tout sur la commode, je vis May enfiler sa vieille robe et retirer les draps du lit, n'attendant même pas que Roger finisse de s'habiller avant d'emmener le tout à la laverie entre la cuisine et le garage. À son retour dans le salon, Roger était présent, et avec le ton mélodieux vantard que les hommes adoptent souvent, il la salua. Il exprima que c'était formidable et suggéra qu'il parle de le refaire. Elle répondit fermement, précisant qu'elle le voulait juste cette fois-là et seulement à cause de leur accord. Roger reconnut sa décision, ajoutant que peut-être pour le bon vieux temps aussi. Il exprima sa compréhension, disant que ce n'était qu'une fois, mais si jamais elle pensait à quel point c'était génial, peut-être qu'il pourrait réessayer. J'entendis les sons d'un autre baiser bruyant avant que les pas de Roger ne semblent faiblir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je pouvais entendre l'impatience dans la voix de ma femme et les petits sons qu'elle faisait, mais cela ne semblait pas enregistré à l'époque. Ni l'exhalation qu'elle fit lorsqu'elle suivit enfin Roger jusqu'à la porte. Littéralement malade à l'estomac, je me laissai tomber dans le fauteuil usé, regardant la chambre maintenant vide affichée sur le moniteur. Jetant un œil à ma montre, je vis qu'il était presque 23 heures. Je ne parvenais pas à m'ôter cette image de la tête. Je n'avais aucune idée de la direction que ma vie et celle de ma femme prenaient à partir d'ici. Je savais seulement que j'étais dévasté. Des pensées et des idées affluaient dans ma tête. Dans certaines, je pensais à des choses qui pourraient excuser ma femme pour ce qu'elle avait fait. Dans d'autres, je répondais aux excuses, et dans d'autres encore,
je me demandais ce que j'avais fait pour amener May à avoir besoin d'un autre homme. Un peu après minuit, je me levai péniblement et éteignis les appareils électroniques. Entrant dans la maison par la porte du garage, je me dirigeai directement vers la chambre principale. En passant devant la chambre d'amis où ma femme avait été avec Roger, je jetai un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était exactement comme je l'avais vue pour la dernière fois lundi soir. Le lit était défait, et rien ne semblait déplacé. Il n'y avait rien pour indiquer que quoi que ce soit s'était passé. Grommelant pour moi-même, j'entrai dans ma chambre. Jetant un œil à ma femme qui dormait, je me rendis à la salle de bain, me brossai les dents et fis mes affaires. Me déshabillant et laissant mes vêtements dans le panier à linge sale avant d'y remplir. Je jetai un coup d'œil dedans, et le panier était vide. Pas de lingerie souillée là-dedans. Quand je grimpai dans le lit, ma femme se retourna et me lança un bras. Elle me demanda d'un air somnolent comment s'était passée ma nuit. Après un moment de silence, je lui dis que ça avait été très traumatisant, mais que je lui en parlerai plus tard. D'habitude, elle se blottissait contre moi. Ce soir, cependant, elle restait juste là, silencieusement, repliant son bras et se retournant pour me tourner le dos. Elle sembla s'endormir immédiatement, bien qu'en écoutant sa respiration, je pensais qu'elle était encore éveillée. Je me tournai alors loin d'elle, puis fixai l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi cette nuit-là. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir dormi du tout. Quand le réveil sonna, je restais là. Je n'étais certainement pas en état d'aller au travail, disant à May que je pensais avoir la grippe. Je restai au lit jusqu'à ce que j'entendisse sa voiture partir pour le travail. Je me levai et commençai à ouvrir soigneusement les tiroirs, faisant attention de ne rien déplacer en cherchant dans la commode de May. Dans le tiroir du bas, replié et rangé dans un sac en papier et sous quelques pulls, se trouvait la lingerie que Roger avait appréciée. Je l'ai sortie, notant que le caleçon abîmé était encore humide. Après avoir appelé mon patron pour dire que j'étais malade, je riplai le ruban que j'avais enregistré la nuit précédente. Au départ, je l'avançai rapidement, évitant de revivre l'expérience et m'assurant de la qualité de l'enregistrement. Cependant, au fil du temps, je commençai à remarquer des détails que j'avais négligés au début. La matinée fut consacrée à scruter le contenu vidéo, et je réalisai 2 duplicata ainsi que 2 appels téléphoniques. En rentrant chez moi, je réalisai que je n'avais pas mangé depuis le déjeuner de la veille. Ayant raté le dîner et me sentant mal à l'aise à l'idée du petit déjeuner, je sautai les repas. Bien que May arrive comme d'habitude vers 16h30, lorsqu'elle entra pour m'embrasser, je détournai le regard, ce qui lui fit donner un regard étrange. Finalement, à 17h30, je décidai de confronter le problème de front. Il n'y avait pas de sens à retarder cela davantage, ce qui ne ferait que me causer plus de détresse. Je demandai à Gary si May pouvait prendre quelques minutes pour lui montrer ce que j'avais fait pour le moniteur de bébé dont nous parlions. Sa réponse fut d'attendre jusqu'après le dîner parce qu'elle était sur le point de le mettre. Je pris mon téléphone portable et demandai son plat préféré. Elle suggéra de la cuisine chinoise, et je commandai rapidement pour une livraison. Ensuite, je l'emmenai dans la chambre, lui montrant les commandes sur la console derrière la porte. Je laissai le son activé, me déplaçant de pièce en pièce tout en communiquant avec elle par le biais du moniteur. Bien qu'elle ne puisse pas répondre, le sourire sur son visage à mon retour indiqua que cela fonctionnait mieux que prévu. En activant la fonction vidéo, je lui demandai d'attendre et de regarder. Je passai alors dans la chambre d'Amy et me tins là où elle avait été la nuit précédente. Je grimaçai et imitant un lent mouvement avant de revenir dans notre chambre. Elle s'exclama, « Gary, c'est parfait. Quand as-tu mis ça en marche ?» Je répondis que je l'avais mise en marche cet après-midi, en fait, la nuit précédente. Elle arbora un sourire perplexe, essayant apparemment de se rappeler quand j'avais trouvé le temps de le préparer. Je lui dis qu'il restait encore une chose à lui montrer et pris sa main, la conduisant jusqu'au garage. J'expliquai que, puisque je passais beaucoup de temps là-bas, je pensais qu'il était bon d'avoir une station de surveillance pour surveiller le bébé lorsqu'elle doit sortir. Puis, j'activai le système dans le garage, me rappelant quelque chose de la nuit dernière. J'ajoutai, une chose, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne, et j'insérai une clé USB dans la télévision. Regardez la chambre à coucher et voyez ce qui se passe, lui dis-je. En regardant le moniteur, nous vîmes la même vue que depuis notre chambre, la scène initiale d'une pièce vide, bien que maintenant le lit était défait. Ensuite, j'utilisai la télécommande pour allumer la télévision, et l'image changea immédiatement pour montrer May à genoux devant Roger. En jetant un coup d'œil à son visage,
je vis la couleur s'effacer et elle sembla chanceler avant de retrouver son équilibre. Elle me regarda soudainement, et je fixai simplement ses yeux et appuyai sur l'avance rapide, m'arrêtant en quelques secondes. Puis je lui fis signe de regarder l'écran à nouveau. Quand elle regarda à nouveau, elle vit Roger attraper sa lingerie. Bien qu'il n'y ait pas de sang, nous pouvions voir Mae lui dire quelque chose. Nous regardâmes tous les deux et entendîmes alors le petit cri qu'elle poussa, que je réalisais maintenant être de la douleur. Du coin de l'œil, je vis des larmes couler sur le visage de Mae et remarquai aussi le léger frisson quand elle revit la manière brutale dont Roger s'était enfoncé en elle. Arrêtant la vidéo, je lui demandai si elle voulait voir autre chose. Ma femme me regardait juste avec impuissance. Je demandai à Mae de venir à l'intérieur de la maison, ressentant le besoin d'une sérieuse conversation et l'incertitude sur la direction que prenaient les choses. Je la guidai dans la cuisine, où je l'assis à la table de cuisine et je pris un siège à l'extrémité de la table à côté d'elle. Mais murmura à travers des larmes qu'elle pouvait expliquer, et je répondis que j'avais besoin d'une explication. Je lui demandai à propos d'une promesse qu'elle avait faite à Roger pendant leurs études. Je voulais savoir combien d'années auparavant elle s'était engagée envers lui. Mais commença à expliquer, disant que ce n'était pas comme ça. Elle et Roger sortaient ensemble alors qu'il avait une réputation d'exécuteur de dames. Mais mentionna qu'elle avait commencé à vivre avec Crystal, et Roger avait commencé à sortir avec elle deux pendant un certain temps. Elle détailla la dynamique entre Crystal, Roger et elle-même, mentionnant que Roger et Crystal allaient vers une relation sérieuse. Mais raconta une conversation avec Roger une nuit dans sa chambre, où ils étaient devenus plus osés en buvant. Lors de cette conversation, elle révélait à Roger que la seule raison pour laquelle il n'avait pas eu d'intimité était sa peur de tomber enceinte. Mais expliqua l'attente de Roger que ses partenaires soient sous pilule et mentionna son hésitation à être trop libéral avec ses faveurs. Mais continua son explication, se rappelant qu'elle et Roger avaient eu une dispute, et elle avait écrit une note de promesse, indiquant que si elle pouvait être sûre qu'il ne pouvait pas la rendre enceinte, elle passerait une soirée au lit avec lui. Quand elle s'arrêta, je la regardai incrédule. « Il y a combien de temps était-ce » demandai-je. « Environ 6 ans, fut sa réponse. Mais poursuivit en me disant que la note était l'une des blagues entre Roger et elle depuis. Nous avons annoncé sa grossesse à Roger et Crystal il y a 2 semaines, et après les félicitations initiales, Roger et moi étions allés dans leur garage pour examiner un problème qu'il avait. Une fois que je fus sorti de la pièce, Crystal avait regardé Mae dans les yeux et lui avait dit que la note de promesse devait maintenant être honorée. Mais fut choqué que Crystal le sache même et stupéfaite de découvrir que Crystal prenait cela au sérieux. Lorsque Roger et moi sommes revenus, je me rappelai une caisse de bière hollandaise que je comptais apporter à la fête. Insistant sur le fait que cela ne prendrait que quelques minutes pour obtenir quelque chose de spécial, je laissai les 3 autres là et rentrai seul pour récupérer la bière. Pendant mon absence, Crystal avait de nouveau soulevé le sujet de la note. Mais fut à nouveau surprise de découvrir que Roger croyait apparemment que la note allait être honorée. Il était plutôt indigné d'entendre que mes pensées à se dérober à l'accord. Cela se produisait après 3 heures de consommation d'alcool, les dernières qu'elle aurait jusqu'à ce que notre bébé finisse de téter. Mais se retrouva à accepter d'honorer l'ancienne note. Avant mon retour, il avait été décidé entre 3 qu'elle divertirait Roger la nuit précédente. J'exprimai à May que son histoire était l'une des plus étranges que j'ai jamais entendues, et qu'il me fallait du temps pour l'accepter. Je lui demandai qui était le père du bébé qu'elle portait. Mais se renfrogna, et des larmes commencèrent encore à couler sur ses joues. Ma question suivante fut de savoir combien d'autres notes étaient désormais encourées. Combien elle avait remboursé. Mais me cria dessus, disant qu'il n'y en avait aucune, et me suppliant, « Gary, ne fais pas ça. Je t'aime, Gary. » Elle me rassura que c'était une instance unique et que cela ne se reproduirait pas mais plaida avec moi pour que je l'écoute, reconnaissant que tenter d'expliquer cela pourrait sembler absurde, mais elle se sentait obligée de le faire. Elle souligna que ce n'était pas prévu ni désiré, et qu'elle ne m'avait jamais été infidèle. Mais me supplia de lui faire confiance. Elle tomba à genoux en larmes, se couvrant le visage. Je demandai à May si je pouvais lui poser des questions et si elle serait honnête. Elle répondit par l'affirmative, me pressant de lui demander. Mais souligna que c'était une chose ponctuelle et qu'elle ne voulait pas le faire. Elle admit que cela lui semblait incroyable maintenant, mais que j'étais plus précieux pour elle que sa vie. Je la regardais à genoux devant moi, mon cœur brisé et mon ventre en boule. C'était ma meilleure amie, la personne que je voulais à mes côtés pour la vie, mais je devais savoir si elle était celle que je pensais. Je demandai à May si elle aurait pu dire non à cela.
Elle répondit qu'elle aurait pu, mais qu'elle avait senti que son honneur était en jeu mais expliqua qu'elle avait peur de me le dire, craignant que je ne comprenne pas. Elle exprima qu'elle avait l'impression que si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Elle précisa que lorsque l'accord avait été conclu, elle était ivre, mais qu'une fois sobre, elle ne l'avait pas annulé. Quand il avait été fait, elle ne me connaissait pas, et ce n'était pas quelque chose qu'elle avait fait pour me tromper. C'était quelque chose qu'elle avait promis à un ami si cher à l'époque à cet endroit, et elle croyait que c'était juste. Après réflexion, je répondis qu'elle aurait pu dire non après être redevenue sobre, mais qu'elle ressentait que c'était juste et qu'elle avait une dette envers l'homme que son ami était devenu au fil des ans. Je lui demandai si c'était correct, et elle affirma que c'était le cas. Je lui demandai de réfléchir attentivement à si c'était quelque chose qu'elle attendait avec impatience, et elle répondit d'une voix forte qu'après un certain temps, elle avait commencé à penser que ce n'était pas réel, juste une blague. Cependant, elle réalisa que ce n'était pas une blague. C'était réel. La fixant dans les yeux, je lui demandai ce qui s'était passé au cours de ces 2 dernières semaines, si elle était impatiente. Mais prit une profonde inspiration et répondit qu'elle ne l'était pas. Elle expliqua que c'était quelque chose qu'elle sentait devoir faire par obligation, pas par plaisir. Je continuai de la regarder, et Mae, regardant la table, murmura que, d'accord, oui Gary, elle devinait qu'elle était impatiente. Mais pas de la manière dont je pourrais penser. Elle précisa qu'elle n'avait jamais pensé à me tromper, jamais voulu le faire. Cependant, tout à coup, cette situation était là. Elle sentait qu'elle devait passer à travers cela, et si elle le faisait, elle ne voyait aucune raison de ne pas l'apprécier. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait jamais ressenti que c'était quelque chose qu'elle devait faire, parce que je n'étais pas assez pour elle. C'était quelque chose qu'elle devait honorer, alors elle rationalisa qu'elle pourrait aussi le rendre spécial car rien de tel ne se passerait jamais à nouveau. Prenant une grande inspiration tremblante, je la laissai s'échapper lentement. Je fis référence à un souvenir d'il y a environ 6 semaines, lorsque j'appelais May sur mon téléphone portable alors que je revenais d'une conférence. Nous plaisantâmes pendant quelques minutes, puis je lui demandai de me retrouver au Holiday Inn d'Atherton. Je proposai de faire un week-end loin de chez nous, peut-être de nous amuser un peu. Je lui demandai si elle s'en souvenait, et elle répondit affirmativement, mentionnant que c'était un excellent week-end avec un sourire tremblant. Je questionnai alors si elle voulait que cela soit un excellent week-end pour nous, pour moi. Mae exprima, quelle question, bien sûr que je le voulais, et cela l'était. Nous avions passé un bon moment, me donnant cette fois un sourire sincère. Je lui demandai alors si elle se souvenait de ce qu'elle avait préparé pour ce week-end. Elle mentionna qu'elle emportait une belle robe au cas où nous voudrions aller danser, ce que nous avons fait, et des vêtements confortables pour marcher. Je lui dis de patienter un instant, expliquant que je devais rallumer la vidéo pour l'aider à comprendre de quoi il s'agissait. Je fis demi-tour et retournai dans notre chambre, vérifiant en chemin dans le couloir pour m'assurer qu'elle me suivait, et elle était toujours là. J'allumai la télévision de la chambre et appuyai sur lecture avec la télécommande. La scène se déroula avec May toujours à genoux devant Roger. Elle se leva et se tourna vers le lit, faisant face à la caméra dans le coin, capturant ses actions. Je lui demandai ce qu'elle portait et, rougissante, mais répondit qu'elle avait mis sa lingerie blanche, le 7 de la Saint-Valentin. Elle mentionna que je ne l'avais jamais portée pour elle, sauf lorsque je l'avais défilée après qu'elle me l'ait offerte. Mais expliqua qu'il n'y avait pas eu d'occasion pour la porter, puis fit une pause, l'air confus. Je lui rappelai qu'elle ne l'avait pas portée au Holiday Inn. Elle avait changé pour une jupe de paysanne et un chemisier blanc. Plus tard, elle portait des sous-vêtements en coton blanc et un soutien-gorge, probablement les mêmes qu'elle avait maintenant. Je demandai si elle se rappelait ce qu'elle avait porté au lit cette nuit-là, et d'une petite voix, elle répondit qu'elle avait son t-shirt de Donald Duck. Regardant dans ses yeux, je questionnai May sur le week-end de vacances, disant qu'elle avait mentionné que c'était spécial et que le rendez-vous avec Roger ne l'était pas encore. Je soulignai qu'elle portait l'une des choses les plus belles qu'elle possédait, quelque chose que j'avais acheté pour que nous partagions avec Roger, pas pour moi, réalisant à quel point elle pensait qu'elle était spéciale, me plaçant. Mais affaissa les épaules et se contenta de me regarder. Je continuai, exprimant que si je ne l'aimais pas, nous ne vivrions pas dans cette maison ensemble. J'insistais sur le fait que, si je ne pensais pas qu'elle était quelque chose de spécial pour moi, je ne serais pas marié avec elle. Je racontai un appel inattendu qui avait annulé ma réunion la nuit précédente, me plongeant dans l'un des pires cauchemars que je pouvais concevoir. Roger, l'un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami, était arrivé alors que je devrais être à ma réunion.
Ma femme May l'accueillit à la porte et l'emmena dans une pièce qu'elle avait prise la peine de préparer pour une aventure, lui donnant un strip. J'observai qu'elle avait habillé son corps pour afficher quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour moi depuis bien plus d'1 an. Lorsque je lui posai des questions à ce sujet, elle prétendit que la réunion n'était pas importante pour elle, mais elle avait fait de gros efforts pour s'habiller, se coiffer et se maquiller, des choses qu'elle n'avait pas faites pour moi depuis que Hector était un chiot. Cela m'indiquait que la réunion était cruciale pour elle, considérée comme un régal qu'elle devait préparer. Cela suggérait aussi que son temps avec moi était ordinaire et de bien moins de valeur. Je la vis faire des choses pour Roger qu'elle ne faisait que pour moi lors d'occasions spéciales, si jamais, et faire certaines choses pour lui qu'elle avait refusé de faire avec moi, et pour moi. Des larmes s'accumulèrent dans les yeux de ma femme, et elle cligna des yeux pour les chasser. Elle insista sur le fait que ce n'était pas comme ça et exprima son amour pour moi, soulignant combien je comptais pour elle. M'asseyant sur le lit, je la fixai et lui dis que je n'étais pas encore sur des mesures que nous pouvions prendre. Cependant, je mentionnai que je prévoyais d'appeler Roger et Crystal, leur demandant de venir ce soir. Je questionnai May sur la connaissance de Crystal concernant la situation, puis je composai leur numéro. Crystal répondit, et je demandai leur présence pour une brève réunion ce soir. Pendant que j'étais au téléphone, May s'occupait de la livraison de la nourriture chinoise à la porte. Malgré le fait que je n'avais pas d'appétit, je me forçais à manger, anticipant une longue nuit émotive à venir. May jouait distraitement avec sa nourriture, et pendant un moment, j'ai presque cru à ses réassurances selon lesquelles c'était un incident isolé, et qu'elle m'aimait encore. Vers 19h15, la sonnette retentit. Avant d'ouvrir la porte, je dis à May que je soupçonnais qu'il y avait plus à cette situation qu'elle ne réalisait. En accueillant Roger et Crystal, tous deux me firent un sourire. Cependant, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que chacun d'eux partageait un sourire subtil et complice avec May. Roger, en particulier, semblait possessif dans son regard envers ma femme, et je remarquai que May se figeait légèrement en le rencontrant, alors que nous nous installions tous sur le canapé. Je fis signe à May de se joindre à eux, en montrant le canapé à côté de Crystal, mais elle choisit son fauteuil inclinable sur le côté. Je m'étendis sur différents sujets, y compris le nouveau système de surveillance que j'avais développé. Je m'abstins de révéler son fonctionnement ou ce qu'il avait révélé la nuit précédente. Crystal et Roger semblaient perplexes, se demandant pourquoi ils avaient été convoqués. Finalement, j'abordai le sujet, offrant des boissons sur le ton de la plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Tout le monde accepta, et je servis à chacun de leurs boissons préférées. Avec le vin blanc de Crystal, le Jack Daniels et 7-Up de Roger, le jus d'orange de May en raison de sa grossesse, et ce qui ressemblait à mon gin tonic mais était du pur tonic, je me installai sur un pouf près de la télé, ayant besoin de maintenir une certaine contenance. Je scrutai tout le monde avant de demander à Crystal quelle était sa motivation dans la mise en place de la situation. Elle parut perplexe et demanda ce que je voulais dire. Je clarifiai ma question, demandant pourquoi elle avait tant travaillé pour tout organiser. Alors que je terminais de parler, Roger toussa et s'étouffa dans sa boisson. Détournant mon regard vers lui, je continuai, reconnaissant que je comprenais ce qu'il en tirait, mais interrogeant s'il y avait plus à cela. Essayant de concentrer mon attention sur les deux femmes en même temps, je changeai mes yeux de droite à gauche. M'adressant à Roger, j'exprimai mon inquiétude quant à sa réputation de playboy, suggérant qu'une conquête supplémentaire ne semblait pas valoir le risque. Il balbutia dans sa réponse, expliquant qu'il était chez lui la nuit précédente lorsque Kiwani a été annulé. Il mentionna qu'il était dans le garage pendant mon rendez-vous avec May quand je suis arrivé. Pour soutenir sa déclaration, il alluma la télévision pour montrer le flux en direct de la caméra dans la chambre d'amis, que je venais juste de terminer de configurer avant qu'il ne vienne. Je fis un commentaire sur la qualité de l'image, soulignant le moment de son installation. Mais avait le visage enfoui dans ses mains et le visage de Roger devint pâle. Crystal me regarda avec un sourire séducteur. Continuant, je questionnai l'objectif de la situation entière. Crystal croisa les jambes et son pied commença à rebondir. Elle demanda ce que j'en pensais. Je répondis, mentionnant sa réputation et celle de Roger, notant que bien qu'il soit transparent avec nous, j'avais reçu quelques commentaires à Kiwani. J'exprimai mon soulagement qu'il n'ait rien dit, mais je prévoyais que la situation allait changer. Crystal confirma que ce n'était pas la meilleure manière d'aborder la question, mais acquiesça qu'il était temps de la traiter. Je jetai un coup d'œil à ma femme May, toujours déconcertée. Jusqu'à présent, je pensais qu'elle était au courant de cela, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. La meilleure amie de May et son mari, Roger,
était impliqué dans un club clé depuis quelques années. Ils se rencontrent le vendredi soir au Barney's Broiley. Un groupe d'entre eux se réunit dans une salle arrière pour dîner, où chaque couple apporte une clé de maison avec leur adresse. Ils jettent les clés dans un baril, similaire à ceux utilisés dans les jeux de bingo. Après le dîner, les femmes partent et rentrent chez elles pour se préparer à un moment d'intimité avec un partenaire autre que leur partenaire habituel. Pendant ce temps, les maris tirent une clé. Selon les règles, chaque homme a le droit de regarder l'adresse. Si c'est la sienne, il la tient dans sa main gauche, sort une autre clé et remet celle de sa femme dans le baril. Certains hommes peuvent vérifier une adresse et, si c'est avec quelqu'un avec qui ils ont récemment eu des relations intimes ou quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils tireront une autre clé. Cependant, ils ne peuvent tirer que 2 fois. S'ils tirent la clé de leur femme une seconde fois, ils n'ont pas de chance. Les hommes prennent alors un verre avant de partir pour le rendez-vous du week-end. Ce n'est pas juste pour quelques heures ou une nuit, c'est pour tout le week-end. Crystal et Roger, étant proches de nous, ont conduit d'autres membres du club clé à croire que nous étions impliqués dans des échanges avec eux en secret. De nombreux autres hommes ont exprimé de l'intérêt pour May, pas seulement Roger. Alors que je partageais ces détails, la pièce tomba silencieuse, et j'observais attentivement chacun de mes compagnons. May était bouche bée, visiblement surprise et choquée. Crystal arborait un sourire mielleux, son pied battant nerveusement. Roger paraissait satisfait et quelque peu soulagé après avoir entendu ma description. Avant de continuer, mais, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur ton amant de la nuit dernière. Le visage de May pâlit une fois de plus alors que je racontais la situation, et il était évident qu'elle ne voulait pas qu'on lui rappelle l'état délicat de notre mariage. Je mentionnais que Roger était bien doté, et son visage devint complètement rouge. Elle cacha son visage dans ses mains, jetant un coup d'œil à Roger, dont le sourire satisfait restait, accompagné d'un des plus grands sourires que j'ai jamais vus. Je sentis le besoin d'aborder le regard condescendant qu'il m'avait jeté avant la fin de la nuit. Je partageais ma compréhension que Roger était considéré comme le prix lors de ces tirages. Toutes les épouses attendaient anxieusement de voir si elles avaient tiré le partenaire très convoité pour le week-end, à l'instar de la manière dont cela fonctionnait pour les étudiantes universitaires comme tu l'avais décrit. Jetant un coup d'œil au visage de chacun une dernière fois, j'ajoutai que May avait déjà vécu le meilleur. Roger se moquait de moi, et quand je regardais Crystal, elle se moquait de May, qui semblait s'enfoncer dans sa chaise, me regardant avec un air un peu malade. S'appuyant contre mon pouf, je pris une longue gorgée de mon tonique. Plutôt amer, mais c'est ce que ma bouche goûtait de toute façon. Puis je restai assis et laissai le silence s'installer. Roger semblait toujours très satisfait de lui, mais il me semblait que Crystal voulait dire quelque chose. Je gardai le silence, laissant la tension s'accumuler un peu plus. Crystal commença à expliquer que leur arrangement était un bon marché, ajoutant du piment au mariage pour garder l'amour vivant. Selon elle, cela empêchait la routine et la fatigue de s'installer. Elle suggéra qu'un relâchement pourrait apporter un coup de fouet à notre relation, nous rapprochant. Roger, en réponse, arborait juste son habituel sourire. Elle continua, exprimant la croyance que cela n'affecterait pas notre amitié et que cela pourrait introduire de nouvelles idées pour la chambre à coucher. Crystal nous assura qu'il n'y avait aucune pression, nous pressant d'y réfléchir et déclarant qu'il serait là chaque fois que nous prendrions notre décision. En réponse à cette introduction et confession, j'appréciais la patience de Crystal, mais fit clairement comprendre que je n'avais pas discuté de cela avec May et que je n'avais pas l'intention de le faire. J'exprimais mon manque d'intérêt à échanger ou à rechercher un autre partenaire pour des relations intimes, je soulignais que May et moi étions des individus intelligents, bien informés et imaginatifs qui n'avaient pas besoin de méthodes non conventionnelles pour améliorer notre vie de couple. Je partageais mon espoir de profiter encore de notre vie ensemble durant de nombreuses années. Cependant, mon ton changea alors que j'abordais une préoccupation plus sérieuse. Je soulignais que Roger ne pratiquait pas de relations intimes protégées, et cela m'inquiétait. J'insistais sur le fait que May, aujourd'hui enceinte de notre enfant, devrait consulter un médecin pour vérifier d'éventuels MST, créant une situation difficile pour nous deux. J'expliquais que nous ne pourrions pas nous engager dans des activités intimes tant qu'elles n'auraient pas été examinées et prouvées négatives pour éviter toute éventuelle transmission entre nous. Je m'assurais que May comprit la gravité de la situation. Regardant nos anciens meilleurs amis, j'éprouvais un sentiment de trahison, incertain de qui d'entre eux m'avait le plus mis en colère. Quoi qu'il en soit, je transmis que nous devions interrompre nos rencontres pour un avenir proche. J'éteignis la télévision, retirai la clé USB et la remis à May. Elle froissa plusieurs feuilles de l'édition non ouverte du journal d'aujourd'hui,
alluma une allumette et les embrasa dans la cheminée. Après avoir ajouté le dispositif à la pile, nous restâmes ensemble, regardant le feu consommer et brûler jusqu'à ce qu'il ne reste que de la cendre noire là où se trouvait la clé USB. Me retournant, je constatai que Roger et Crystal étaient maintenant inconscients. Je remarquai que le produit chimique avait fonctionné avant de passer un coup de fil à Lopez. 3 heures plus tard. À 23 heures, la sonnette retentit. Accueillant Lopez, je lui désignai les 2 corps inanimés et confirmai que le colis était prêt. Lopez demanda si j'avais quelque chose pour lui, et je faisais un geste vers les 2 individus sur le sol. Lopez sortit et revint avec 7 autres hommes. Ils soulevèrent Crystal, et alors qu'ils se dirigeaient vers Roger, je leur demandai de s'arrêter. Récupérant une batte de baseball à l'étage, je déclarai que j'avais juste besoin de quelques coups. Lopez hocha la tête, et Roger fut placé au sol. J'expliquai mon plan de viser des points spécifiques, les genoux, les chevilles et les 2 zones sensibles, le tout réalisé en quelques mouvements rapides. Mais se tenait là, la bouche ouverte. J'exprimai un désir d'entendre des screams, mais reconnus qu'il était inconscient. Le groupe l'emporta, et Lopez revint s'asseoir avec moi après 5 minutes, me remerciant pour les échantillons. Je répondis que c'était un plaisir. Mais demeura assise, la bouche encore ouverte après le départ de Lopez. La nuit était froide, et May s'approcha de moi, demandant ce qu'il advenait de nos anciens amis. Je répondis d'une voix froide et plate qu'ils allaient au Mexique pour aider des étudiants en médecine à s'exercer. Mais questionna ce qu'il se passerait si quelqu'un les recherchait, et je la rassurai que Lopez s'en occuperait. Je mentionnai froidement qu'elle devait les effacer, exprimant mon indifférence envers ses sentiments. Je soutins que je n'avais pas le droit d'être jugé et soulignai que j'avais assuré leur utilité pour la société. Mais était visiblement bouleversé. Je lui informai que ma promesse antérieure de revenir et d'avoir une relation physique était un mensonge. Le lendemain matin, nous effectuerions un test ADN pour l'enfant à naître et si les résultats indiquaient que j'étais le père, j'aiderais à la naissance. Cependant, nous ne resterions pas mariés. Elle ne prendrait aucun amant jusqu'à ce que notre fils ait 10 ans sinon. Je m'assurerais qu'elle devienne très utile. Nous demanderions le divorce le soir avec elle obtenant la maison et mon soutien financier jusqu'à ce qu'elle trouve un travail. Mais hocha la tête, exprimant sa surprise de découvrir cette facette de moi, et je partis en disant que je ne le savais pas non plus. Le lendemain, nous déposâmes une demande de divorce, et 3 semaines plus tard, nous reçûmes le rapport ADN confirmant que j'étais le père. Des mois plus tard, nous finalisâmes le divorce, et 2 mois après cela, mon fils naissait. Je passais beaucoup de temps avec lui, maintenant des conversations occasionnelles avec May, cependant, je ne pourrais jamais l'aimer à nouveau. Elle respectait l'accord, s'abstenant de prendre des amants, et je la soutenais financièrement pendant 5 ans jusqu'à ce que notre fils puisse prendre soin de lui-même. Je ne sortis pas pendant cette période, canalisant toute mon énergie dans mon fils. Lopez exprima sa gratitude avec un important cadeau de remerciement, et personne ne vint chercher les 2 échantillons que j'avais envoyés.